La présentation aujourd'hui de ce rapport est pour nous un moment important puisque la mission avait été demandée par nous et que le résultat final, fruit du travail et des discussions, des auditions, vient, et je le dis avec beaucoup de solennité, dégonfler, désamorcer, vider de leur substance les anathèmes, les reproches, les mises en cause qui ont été faites avec beaucoup de violence à l'encontre de la précédente équipe. J'ai le souvenir de la violence des propos qu'a rappelé David Ross. Département en faillite, factures cachées, dettes cachées, procédures illégales, procédures irrégulières. Alors je ne veux pas, moi, ici, me livrer à une lecture subjective et commentée. Il y a aujourd'hui le rapport de la MIE. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui, en honnêteté intellectuelle, veulent avoir la lecture partagée par des honnêtes hommes et honnêtes femmes qui ont travaillé sur cette question et qui ont donc produit ces éléments qui, je le redis, viennent contredire beaucoup de ce qui a été livré sur la place publique et qui a justifié, et c'était pour ça que c'était fait, qui a justifié vos choix budgétaires et fiscaux qui sont par définition légitimes et respectables, mais qui n'avaient pas besoin de cette mise en cause, de cette dramatisation, de cette hystérisation du débat public. Et donc moi, puisque je vous ai dit que je ne veux pas me livrer à un commentaire subjectif, je veux m'en tenir à la lettre de la MIE et de ses conclusions partagées par tous, parce qu'elles nous permettent enfin de répondre à des questions qui ont été justement livrées dans le débat public. La première des questions était quel était le montant de ces factures non rattachées. Le chiffre qui avait été livré sur la place publique est de 108 millions d'euros. Il n'a pas été contesté dans son montant. Néanmoins, et je m'en tiens à la lettre, et ça a été rappelé avec beaucoup d'honnêteté, et je veux remercier Dominique Fontenaille, la mission peut retenir l'estimation fournie tant par le cabinet Club Fer et confirmée par l'ancien directeur général des services, qui évalue à 50 millions d'euros ce niveau récurrent de décalage de paiement de factures qui se répétait chaque année depuis une date non identifiée, mais possiblement antérieure à l'an 2000 et qui respectait un exercice comptable de 12 mois, d'octobre à octobre. Il a été ainsi impossible de distinguer la part des non-rattachements qui relèveraient d'un stock glissant que certains intervenants évaluent à 50 millions d'euros de la part de l'augmentation annuelle de ces non-rattachements, constatée à hauteur de 14,5 millions en 2014 et de 14,1 millions en 2015. Je le dis, même nous n'avons jamais contesté, le sujet qui devrait nous animer n'est plus 108 millions d'euros, mais entre 50 et 60 millions d'euros. Cela permet d'objectiver les choses. Pourquoi? Parce que deuxième question, est-ce atypique? La réponse est fournie là aussi. Comme le rappelle le cabinet Club Fer dans son rapport, bien peu de collectivités sont irréprochables en matière de rattachement. On tolère un glissement d'un exercice sur l'autre. S'il se répète chaque année, les 50 millions dont je vous parle, eux, sont récurrents, et que chaque exercice comptable recense bien 12 mois de dépenses, ce qui était le cas. Voilà la deuxième réponse. Sur le montant, nous avons la précision. Sur est-ce atypique, nous avons la confirmation. S'agit-il de factures non payées et d'une dette cachée, comme je l'ai beaucoup entendu dans cette enceinte? Je cite encore le rapport. Le décalage de paiement était le plus généralement inférieur à 3 ou 4 mois et s'opérait, on va y revenir, dans des conditions veillant à ne pas pénaliser la trésorerie des établissements. Aucun stock de factures dont le paiement a pu ainsi être décalé n'existe donc. Il n'y a pas de stock de factures. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une dette qui constitue techniquement et juridiquement un engagement de paiement d'une durée au moins supérieure à 1 an. Les sommes mentionnées correspondent à des flux de trésorerie. Voilà la réponse à la troisième question. S'agissait-il de factures non payées et d'une dette cachée?
4e question, les crédits votés chaque année étaient-ils insuffisants pour payer les établissements sociaux et médico-sociaux? Ce qui renvoie à la question et aux termes qui ont souvent été mis sur la table, le budget était-il insincère? Les membres de la MIE ont apporté une réponse à cette question. Il est également important de signaler, je cite, que les factures non payées en fin d'année étaient réglées en totalité dans les premiers mois de l'année N+1. Et le plus important vient, à noter toutefois que lesdites factures étaient financées sur l'exercice N+1 parce que non rattaché à l'exercice concerné. Ce financement, et c'est là que c'est important, était assuré par la reprise du résultat de l'année N. Les décalages de paiement de factures étaient donc financés par le résultat dégagé. La MIE dit très clairement que les décalages de paiement de factures étaient financés en année N+1 par le résultat dégagé en année N. Et la MIE va même plus loin, je la cite pour tous ceux qui nous disent que le budget était insincère. Le décalage n'était donc pas motivé par une insuffisance de crédits votés par l'Assemblée départementale, mais par les choix de pilotage budgétaire. Je me félicite que la lucidité et la sincérité et l'honnêteté intellectuelle des membres de la MIE leur aient permis, eux, à cet instant, de signer cette phrase. Le décalage n'était pas motivé par une insuffisance de crédits votés par l'Assemblée départementale. Toutes celles et tous ceux qui, pendant des mois, nous ont expliqué que c'était de l'insincérité budgétaire et que les crédits étaient insuffisamment votés, se contredisent par rapport à ce qui figure dans le rapport qu'ils ont eux-mêmes présenté. 5e question, les établissements étaient-ils pénalisés? Je ne vais pas insister sur ce point. Dominique Fontenaille a rappelé avec justesse la position de l'ensemble des établissements qui disaient qu'ils étaient payés selon une logique, je cite page 16, de 12 mois glissants. 12 mois glissants, quand on est payé, il n'y avait donc pas de pénalisation, même si je partage ce qu'ont pu dire les représentants des associations sur la forme d'acceptation des contraintes de leurs propres financeurs. Dominique Fontenaille nous a dit à l'instant, et le rapport le confirme dans la page 19, que aucune association, quand il y a des factures non payées, n'avait fait état de difficultés financières et la pairie départementale, je cite, n'a pas été saisie sur cette période d'une demande de paiement d'office des structures non payées en temps et en heure. Et les associations nous l'ont dit, c'est au contraire depuis la fin de l'année 2015, c'est-à-dire depuis le courrier du président du conseil départemental, que la direction des finances publiques départementales, la pairie, a été saisie par quelques courriers concernant les protocoles en cours et donc des procédures de mandatement d'office. Et d'ailleurs, il y a eu des décisions de la Chambre régionale des comptes. Les factures non payées l'ont été à partir de fin décembre 2015, à tel point que vous avez été condamné par la Chambre régionale des comptes à les payer d'office alors que vous vouliez les mettre dans des protocoles. En tous les cas, il y a eu un mandatement qui vous a été, où il y a eu lecture à 2 reprises de décisions de la Chambre régionale des comptes dans cette enceinte. Donc je n'insiste pas sur le fait que les associations n'ont pas vécu de manière pénalisante cette situation. 6e question. Sur les autorités chargées du contrôle, je n'insiste pas là-dessus. La conclusion présentée par le rapport le redit, l'absence de remarques ou de sanctions de la part des différents échelons du contrôle de légalité, Chambre régionale des comptes, préfecture, payeur départemental. Alors M. Touzé nous dit, c'est sûr, ils n'ont pas fait de remarques parce qu'ils n'étaient pas au courant, mais en tous les cas, il n'y a pas eu de remarques et d'objections du contrôle de légalité et du contrôle financier. Un autre point qui, lui, 7e question, et j'en ai terminé, un autre point qui, lui, n'a pas été mentionné par Dominique Fontenaille, qui est la question de savoir est-ce illégal, puisque, je le rappelle, une plainte a été déposée au pénal contre X sur cette question des factures dites non rattachées. Et il faut mentionner ce que le rapport indique. Questionné à ce sujet
Dans le contexte de dépôt d'une plainte contre X pour faux en écriture par le président du conseil départemental, pour les faits couverts par la MIE, les acteurs auditionnés par la MIE et qui intervenaient soit dans le passé ou encore aujourd'hui dans le processus de facturation et de suivi budgétaire ont assuré n'avoir décelé aucun acte présentant un caractère délictuel ou pénalement répréhensible, jugeant injurieux, je cite, l'évocation d'un recours à l'article 40 du Code de procédure pénale. Je vous rappelle que l'article 40 fait obligation aux fonctionnaires de signaler au procureur de la République les faits criminels ou délictueux dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Je m'en suis tenu à la lettre de la MIE, comme d'autres s'y sont tenus. Et j'assume ce que nous avons fait voter au nom du pilotage budgétaire et des choix. Et pour conclure, je ne vais même pas citer la contribution que je vous invite à lire de la majorité départementale qui explique comment ces éléments de pilotage s'inscrivaient dans notre stratégie, mais je vais citer la contribution de la majorité départementale qui nous dit que cette stratégie reposait sur 4 axes. Notre stratégie, ma stratégie. Ne pas alourdir la fiscalité pesant sur les Essonniens en période de crise. Oui, c'était notre fil à plomb. Ne pas augmenter la fiscalité. Maintenir, vous avez fait le contraire et vous avez fait 29%. Maintenir un haut niveau d'investissement. Oui, c'était notre deuxième fil à plomb. 200 millions d'euros d'investissement chaque année. Vous avez déjà fait 155 en 2015, 165 en 2016. Vous avez déjà baissé de près de 80 millions d'euros l'investissement sur le territoire. Attendre le retour à une meilleure conjoncture et évaluer notamment au regard des DMTO. Oui, c'est vrai. Cette stratégie avait pour objectif d'amortir, de faire le dos rond, de faire l'édredon, dans un cadre qui n'était peut-être pas orthodoxe, je l'assume, mais qui n'avait rien ni d'illégal, ni de pénalisant pour les établissements et les associations. Et donc de décaler le paiement de factures dont le conseil départemental devait s'acquitter pour dégager de la trésorerie. Oui, mes chers collègues, j'assume, je revendique cette stratégie de pilotage budgétaire qui a permis de faire ce que vous-même vous indiquez, ne pas augmenter les impôts, maintenir un haut niveau d'investissement. Et pour conclure, je vais terminer par citer ceux-là même qui sont à l'origine de tout ce barnum, le cabinet Klopfer, qui même en constatant ces décalages et ces non-rattachements effectués, concluait, et ne l'oublions jamais, concluait dans le rapport, et ça figure, en disant que pour corriger et revenir à une situation équilibrée, une augmentation de la fiscalité était possible, et le chiffre fourni par le cabinet Klopfer, ce n'est pas 29% comme vous l'avez fait et comme vous avez voulu le mettre sur notre dos et sur mon dos personnellement, mais c'est 6% de fiscalité que le cabinet Klopfer, je vous recite ce qui figure noir sur blanc dans le rapport qui est annexé, ou d'ailleurs peut-être pas cette page qui est annexée, mais je vous renvoie au cabinet Klopfer que nous avons tous et qui mentionne expressément cette situation. Non, ce n'est pas dans le rapport annexé, mais on l'a tous dans la page concernée. C'était 6% que le cabinet Klopfer proposait et pas les 29%. J'espère, et je termine par là, mes chers collègues, et vous comprendrez aisément que j'y mette à la fois du sérieux, de la solennité et un peu de passion, parce que j'ai eu le sentiment que j'étais visé personnellement, que mon honneur était mis en cause, que la plainte pénale que vous avez déposée est une suspicion que vous avez adressée à l'ensemble des agents du conseil départemental, parce que je le redis, que si vous étiez convaincus, parce que je vois avec vos brouhahas et vos acquiescements que vous pensez que j'étais personnellement responsable, alors il fallait avoir le courage politique de déposer plainte contre moi pour faux en écriture, et non pas d'être dans la facilité d'une plainte dont vous savez qu'elle va durer longtemps, pour la simple raison qui est que le procureur s'est pas engagé le moindre acte de procédure considérant qu'il n'y a pas de matérialité d'éléments suffisants et renvoyant au contrôle normal de la Chambre régionale des comptes, laquelle Chambre régionale des comptes, saisie par le président du conseil départemental depuis l'année dernière, a estimé que le conseil départemental serait audité et contrôlé dans le cadre du plan normal de contrôle. Vous avez voulu faire de la dramatisation, y compris avec cette plainte, en prolongement de tout ce que vous avez fait en communication à grands frais pour justifier vos choix budgétaires et fiscaux qui sont votre responsabilité. Et encore une fois, voilà, je ne viens pas contester sur cet aspect des choses. Voilà, j'espère qu'avec la qualité du travail et avec le contenu et les conclusions de
de ce rapport de la MIE, nous n'aurons plus, et comme c'est déjà le cas depuis un moment, cette espèce de surenchère et qu'on pourra revenir à quelque chose de plus raisonnable qui est confrontation entre une ancienne majorité et une nouvelle majorité, laquelle n'a pas besoin de tordre le cou aux faits et à la réalité pour assumer et justifier ses décisions.